Nous sommes fiancés pour les 2 prochaines heures, murmura Lady Cecily Norwood au duc qu'elle n'avait jamais rencontré. Nous sommes fiancés pour les 2 prochaines... Elle n'attendit pas sa réponse. Elle glissa simplement sa main tremblante sur la sienne sous la table, car l'homme qui marchait vers elle avait déjà détruit 6 mois de sa vie. Et s'il la trouvait assise seule ce soir, il détruirait le peu de dignité qui lui restait. De l'autre côté de la pièce, Lord Edmund Carlisle l'avait déjà vue. Il souriait. C'était le même sourire qu'il arborait en convainquant tout Londres qu'elle était la femme instable qui l'avait ruinée, alors que c'était lui qui l'avait trahi. Dans 10 secondes, il atteindrait sa table. Dans 10 autres secondes, tous les invités regarderaient. Si le duc rejetait son mensonge désespéré, elle deviendrait le divertissement de la soirée. S'il l'acceptait, ils seraient tous les deux piégés dans des fiançailles qui n'avaient jamais eu lieu. Pendant un battement de cœur suspendu, le duc ne dit rien. Il regarda son visage effrayé, puis le gentleman qui approchait. Ensuite, il tourna doucement sa main sous la sienne et entrelaça leurs doigts. Quand Lord Edmund atteignit la table, le duc sourit comme si rien au monde ne l'avait surpris. Puis d'une voix assez forte pour que toute la salle l'entende, il déclara « Ma chère, vous avez fait attendre votre fiancé. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus de nouveautés passionnantes. Maintenant, continuons l'histoire. Ma chère, vous avez fait attendre votre fiancé. » Le mot se posa sur la longue table plus efficacement que si le duc avait frappé l'argenterie avec une cuillère. Les conversations s'interrompirent. Les têtes se tournèrent les unes après les autres. La duchesse de Blackthorn était assise à l'autre bout de la table, sous les lustres scintillants. Elle regarda d'abord le duc Julian Arden, puis Lady Cecily Norwood. Son visage s'illumina d'une surprise ravie. Des fiançailles secrètes, cachées au nez et à la barbe de la société londonienne. En quelques secondes, le murmure commença son inévitable voyage d'invité en invité. Bientôt, même ceux qui étaient trop loin pour entendre la voix du duc leur souriaient avec une curiosité non dissimulée. De l'autre côté de la pièce, Lord Edmund Carlisle s'arrêta net. L'assurance qu'il affichait en se dirigeant vers Cecily disparut si vite que seule une personne attentive l'aurait remarqué. Sa main se resserra sur le pied de son verre de vin. Il s'attendait à la trouver seule. Il pensait qu'elle serait forcée de subir une autre soirée sous le poids de l'histoire qu'il avait construite autour d'elle. Au lieu de cela, elle était assise à côté du gentleman le plus convoité d'Angleterre. Leurs mains étaient cachées sous la table. Le duc lui-même parlait comme s'ils étaient ensemble depuis des mois. Cecily se souvenait à peine comment respirer. Elle s'était attendue à de l'incrédulité. Au mieux, elle avait espéré une confusion polie avant de se retirer discrètement de la pièce. Elle n'avait jamais imaginé que Julian Arden répondrait à sa demande impossible sans exiger la moindre explication. Sous la table, ses doigts restaient calmement entrelacés avec les siens. Ils étaient assez fermes pour dissimuler le tremblement qui parcourait sa propre main. Sans que son sourire ne bouge, il parla assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Si vous continuez à me regarder comme si vous vous attendiez à ce que je vous dénonce, Lady Cecily, tout le monde commencera à s'y attendre aussi. » Elle se tourna vers lui, surprise. Son expression restait calme, presque indifférente. C'était comme s'il parlait de la météo, et non comme s'il participait à la tromperie la plus audacieuse qu'ils aient jamais tentée. « Souriez, » murmura-t-il. Les dames fiancées ne se préparent généralement pas à leur exécution. Malgré tout, l'absurdité de la remarque faillit lui arracher un rire. Presque. Elle réussit à esquisser quelque chose qui ressemblait à un sourire. C'est à ce moment que la duchesse elle-même se leva légèrement de sa chaise et lança chaleureusement à travers la table. « Votre grâce, je commençais à me demander si le célibataire le plus déterminé d'Angleterre avait l'intention de nous décevoir pour toujours. Lady Cecily, vous avez clairement réussi là où toutes les mères ambitieuses ont échoué. » Un léger rire parcourut la pièce. Tous les yeux restaient fixés sur eux, attendant une confirmation. Julian inclina tête avec une dignité naturelle. Elle a toujours eu des pouvoirs de persuasion remarquables. La réponse était prudente. Ni une confirmation directe, ni un démenti. Pourtant, personne ne voulait douter de ce qu'il désirait si ardemment croire. Au moment où les serviteurs commencèrent à présenter le premier plat, les fiançailles étaient déjà devenues un fait accepté. Cecily baissa les yeux sur son assiette intacte, essayant de calmer les battements effrénés de son cœur. 6 mois plus tôt, des pièces comme celle-ci l'avaient accueillie avec une chaleur sincère. Les invitations arrivaient presque tous les jours. Les dames louaient son esprit.
Les gentlemen recherchaient son attention. Les mères se demandaient discrètement si elle pourrait devenir leur belle-fille. Puis Lord Edmund Carlisle avait réécrit sa vie avant qu'elle ne puisse trouver la force de se défendre. Selon tous les salons de Londres, elle avait encouragé ses avances jusqu'à ce qu'il la demande en mariage. Puis, elle l'aurait rejeté sans raison, dans un accès de vanité et de colère. Le gentleman abandonné avait gagné une sympathie sans fin. La femme irrationnelle avait gagné une exclusion polie. La vérité avait disparu sous la répétition. Edmund avait découvert que l'héritage de Cecily passerait entièrement sous son contrôle à son 25e anniversaire. Il avait parlé d'affection tout en courtisant discrètement une autre héritière. Sa fortune dépassait même la sienne. Cecily avait découvert sa tromperie par accident. Elle avait mis fin à la cour immédiatement et s'attendait à ce que l'affaire reste privée. Au lieu de cela, Edmund l'avait devancée. Il s'était présenté comme la victime avant même qu'elle ne se soit remise de la trahison. Elle aurait pu lui répondre. Elle possédait des lettres, elle connaissait des noms, des dates, des conversations. Pourtant, chaque mot qu'elle prononcerait contre Edmund atteindrait inévitablement son jeune frère, Charles Carlisle. Charles, qui était tombé discrètement et sincèrement amoureux de la sœur cadette de Cecily, Lydia. Leur entente restait officieuse. Elle était assez délicate pour qu'une simple querelle de famille puisse la détruire. Lydia avait si rarement connu le bonheur après des années passées à s'occuper de leur mère veuve. Cecily ne pouvait supporter de devenir la raison de sa disparition. Alors elle avait accepté les murmures, accepté les invitations discrètement retirées, accepté les dames qui baissaient la voix quand elle entrait dans une pièce, accepté les gentlemen qui la traitaient comme si un chagrin d'amour l'avait rendue imprévisible. Elle avait porté ce fardeau parce que Lydia méritait un avenir sans scandale. Maintenant assise à côté du duc, Cecily réalisa soudain à quel point elle était épuisée de le porter seule. Julian le remarqua avant même qu'elle ne dise un mot. « Vous avez de nouveau disparu », observa-t-il doucement, alors qu'une autre conversation s'élevait autour d'eux. Elle le regarda, confuse. « Seulement dans vos pensées », précisa-t-il. « Ce qui vous a assez effrayé pour inventer des fiançailles vous a effrayé de très nombreuses fois auparavant. » Elle hésita. Ils étaient des étrangers. Ils auraient dû rester des étrangers. Pourtant, il y avait quelque chose d'étonnamment facile à parler à un homme qui avait déjà accepté sa plus grande folie sans la ridiculiser. « Lord Edmund Carlisle », dit-elle doucement, en prenant soin de ne pas lever les yeux vers l'autre côté de la table. « Il croit que je lui ai fait du tort. » Le regard de Julian parcourut la pièce jusqu'à se poser brièvement sur Edmund. « Non », répondit-il, après une pause réfléchie. « Il croit que tout le monde croit que vous lui avez fait du tort. C'est assez différent. » La distinction la frappa plus vivement qu'elle ne s'y attendait. Il avait compris en une seule phrase ce que la moitié de Londres avait ignoré pendant des mois. Les plats se succédaient. Et avec chaque arrivée, venait une nouvelle question d'invité curieux, déterminé à découvrir l'idylle que personne n'avait soupçonné. Lady Ashcombe se pencha en avant avec un enthousiasme ravi. « Lady Cecily, comment avez-vous réussi à cacher un duc ?» Un gentleman plus loin à table se mit à rire. Plus important encore, comment votre grâce a-t-il réussi à se cacher? Les questions se multiplièrent avant que Cecily ne puisse formuler une réponse. Où s'étaient-ils rencontrés? Depuis combien de temps se connaissaient-ils? Pourquoi aucune annonce n'avait-elle été faite? Julian ne semblait jamais pressé. Il répondit à la première question avec un calme parfait. J'ai découvert assez tôt que Lady Cecily préférait les conversations au spectacle public. Plusieurs invités hochèrent la tête en signe d'approbation. Cela ressemblait exactement à quelque chose que le duc réservé pourrait dire. Une autre dame sourit d'un air entendu. Alors la cour a dû être merveilleusement privée. Julian jeta un coup d'œil à Cecily avec la plus légère suggestion d'amusement. Assez privée pour que même moi je me demande parfois si elle avait vraiment lieu. Un léger rire se répandit autour de la table. Cecily réalisa qu'il lui laissait des espaces prudents pour entrer dans la conversation. Il ne la piégeait pas dans des détails inutiles. Elle rassembla son courage. « Votre grâce a toujours eu la fâcheuse habitude de croire que le silence répond à toutes les questions. » Julian la regarda avec une affection convaincante. « Uniquement parce que votre silence a généralement été plus bienveillant que les discours des autres. » L'échange semblait si naturel que plusieurs invités se sourirent ouvertement. La duchesse elle-même déclara qu'il sonnait déjà comme un vieux couple marié. Sous la table, la main de Cecily se détendit pour la première fois depuis son entrée dans la maison.
puis vint la voix qu'elle avait redoutée. Edmund leva son verre et sourit assez agréablement pour que seul Cecily reconnaisse le défi qui se cachait dessous. « Pardonnez ma curiosité, votre grâce, mais Londres se targue de découvrir chaque murmure avant le petit déjeuner. Comme il est remarquable qu'aucun de nous n'ait observé une cour aussi distinguée. » Toutes les conversations ralentirent de nouveau. Julian le regarda avec un calme parfait. C'est parce que Londres confond généralement le bruit avec l'observation. Quelques gentlemen gloussèrent dans leur vin. Le sourire d'Edmund se crispa de manière presque imperceptible. « Alors peut-être avons-nous tous été inattentifs. »« Cela arrive, » répondit Julian avec douceur, « surtout quand les gens s'intéressent trop aux histoires qui flattent leurs attentes. » La réponse semblait inoffensive. Pourtant, Edmund comprit précisément ce qui se cachait dessous. Pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, quelqu'un avait défié son contrôle de la conversation sans l'accuser directement. Cecily osa un bref regard vers Edmund et le trouva en train d'étudier Julian avec une prudence indubitable. Il s'était attendu à un étranger embarrassé. Au lieu de cela, il avait rencontré un duc entièrement à l'aise de se tenir entre eux. La soirée aurait encore pu s'effondrer si Julian avait exigé une explication sur le champ. Au lieu de cela, il attendit que les serviteurs retirent les dernières assiettes du dîner. La conversation dériva alors vers la musique et la danse. Ce n'est que lorsque leurs voisins furent occupés qu'il parla de nouveau à voix basse. « Maintenant, dit-il, je crois que ma fiancée me doit le début de la vérité. » Cecily ferma les yeux un très court instant. Seulement le début. « Le reste peut attendre que moins de gens essayent de nous écouter. » Elle le regarda attentivement. Elle ne voyait plus seulement le titre qui intimidait la moitié du royaume, mais l'inhabituelle patience derrière. « Vous devez savoir, murmura-t-elle, que je vous ai impliqué dans cette affaire sans votre permission. En effet, votre réputation pourrait souffrir à cause de moi. C'est possible. Et pourtant, vous avez accepté. » Julian posa une main légèrement sur la nappe. Sa voix était aussi calme qu'au premier moment impossible. « J'ai accepté parce que les gens effrayés inventent rarement des plans élaborés. Il cherche la porte la plus proche qu'il croit encore ouverte. » Ses yeux rencontrèrent les siens avec une certitude tranquille. « Vous ne vous êtes pas assise à côté de moi parce que vous vouliez tromper la société. Lady Cecily, vous vous êtes assise à côté de moi parce que vous pensiez n'avoir nulle part où aller. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la duchesse annonça que les dames et les gentlemen se retireraient bientôt au salon. Là, les fiançailles nouvellement révélées deviendraient sans aucun doute le principal plaisir de la soirée. Des conversations excitées éclatèrent immédiatement autour d'eux. Les serviteurs commencèrent à débarrasser la table. Plus d'un invité s'approcha pour offrir ses félicitations. Edmund resta où il était, observant dans un silence troublé. Chaque sourire qui lui était destiné au cours des 6 derniers mois se déplaçait lentement vers la femme qu'il avait si soigneusement isolée. Cecily réalisa avec un mélange de soulagement et d'alarme que le mensonge ne survivait plus grâce à son désespoir. Il survivait parce que le duc Julian Ardan avait choisi de le porter à ses côtés. Et pour des raisons qu'elle ne comprenait toujours pas, il n'avait aucune intention de la laisser affronter seule l'heure suivante. L'interrogatoire social commença avant que Cecily et Julian n'aient fait 3 pas hors de la salle à manger. Lady Ashcombe les atteignit la première, souriant avec la détermination éclatante d'une femme qui considérait le bonheur privé comme une insulte personnelle. « Où vous êtes-vous rencontrés ?» demanda-t-elle. « Depuis combien de temps cela est-il caché? Et pourquoi ne m'a-t-on rien dit ?» 2 autres dames se rassemblèrent derrière elle, tandis qu'un gentleman près de la cheminée abandonna ouvertement sa conversation pour écouter. Cecily sentit la vieille panique revenir. Un mensonge dit une fois dans le désespoir était une chose. Une cour exigeait des mois, des lieux, des témoins, des détails. Une seule réponse imprudente les détruirait tous les deux. Julian sembla sentir la tension passer dans son bras. Il plaça sa main plus fermement sur sa manche et répondit sans hésitation. « Nous nous sommes rencontrés au récital d'hiver de Lady Harbury. » Cecily le regarda. Lady Harbury avait en effet organisé un récital en janvier. La moitié de la salle y avait assisté. C'était un choix judicieux, car personne ne pouvait se souvenir de toutes les présentations faites ce soir-là. « Vous avez détesté ce récital », remarqua Lord Westquit, non loin de là. « Vous êtes parti avant la dernière représentation. »« Je suis parti parce que Lady Cecily était déjà partie », répondit Julian. La salle répondit par un rire ravi. Césaline le dévisagea presque avec incrédulité. Mais il exerça la plus petite pression sous ses doigts, lui rappelant de jouer son rôle. Lady Ashcombe se tourna vers elle.
Et qu'a dit votre grâce lorsque vous vous êtes rencontrés pour la première fois? Cécilie comprit immédiatement le piège. Si elle hésitait, il le remarquerait. Elle s'autorisa un regard sur le visage impénétrable de Julian, puis dit « Très peu de choses. » D'autres rears. Julian parut offensé avec une telle retenue que l'effet fut parfait. Cécilie continua. « Il m'a demandé si j'appréciais la musique. J'ai dit que oui. Puis il est resté à côté de moi en silence pendant plusieurs minutes, croyant apparemment que la cour avait commencé. »« C'était le cas, dit Julian. Je faisais d'excellents progrès. Vous n'aviez pas encore appris mon nom. C'était une difficulté, pas une défaite. » Les invités rirent de nouveau, et quelque chose à l'intérieur de Cécilie se détendit. Leur histoire inventée avait trouvé un rythme. Julian offrait la base. Cécilie ajoutait la chaleur. Il la protégeait des questions impossibles sans la faire paraître impuissante. Et elle découvrit qu'elle pouvait renforcer la tromperie plutôt que de simplement s'y cacher. Quand Lady Ashcombe demanda depuis combien de temps il la courtisait, Julian répondit « Depuis janvier ». Quand on leur demanda pourquoi il n'y avait pas eu d'annonce, Cécilie dit « Parce que votre grâce voulait être certain ». Julian la regarda. Lady Cécilie voulait être certaine. « Vous n'aviez besoin d'aucune certitude », demanda-t-elle. « Seulement d'encouragement. »« Et l'avez-vous reçu » insista Lady Ashcombe. Cécilie sourit avec une confiance croissante. Pas aussi vite qu'il le prétend maintenant. Cette réponse parcourut le salon dans une vague de murmures approbateurs. Le duc l'avait courtisée discrètement. Elle ne s'était pas jetée sur lui. L'histoire donnait de la dignité à Cécilie, et Julian l'avait construite ainsi délibérément. Edmund, debout près de la cheminée, observait chaque réaction. Son expression restait calme, mais le verre dans sa main n'avait pas bougé depuis plusieurs minutes. Il avait passé 6 mois à apprendre à Londres à voir Cécilie comme désespérée, rejetée et instable. Maintenant, les mêmes personnes la regardaient taquiner un duc qui semblait tout à fait content d'être taquiné. La contradiction devenait dangereuse pour lui. Alors il s'approcha et entra dans la conversation avec une fausse aisance. « Janvier », répéta-t-il, « quelle chance !» Lady Cécilie n'était pas connue pour assister à de nombreux récitals après Noël. Cécilie sentit le défi sous la remarque. Edmund se souvenait exactement où elle était allée, parce qu'il prétendait encore la courtiser. Puis Julian répondit, avant qu'elle ne le puisse. Elle en a fréquenté assez. Edmund sourit. Pourtant, la maison de Lady Harbury était exceptionnellement bondée. Il semble remarquable que personne n'ait remarqué votre intérêt. Vous ne l'avez pas remarqué, répondit Julian. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Un bref silence suivit. Plusieurs invités baissèrent les yeux pour cacher leur amusement. Le visage d'Edmund changea un seul instant. Cécilie le vit parce qu'elle avait autrefois étudié chaque expression qu'il portait et confondu le calcul avec le charme. Julian le vit parce qu'il semblait ne rien manquer. Puis Cécilie ajouta « Votre grâce était extrêmement discret. » Julian se tourna vers elle. « Je suis resté à côté de vous pendant 20 minutes sans rien dire de mémorable. J'ai posé une question sur la musique. Vous avez demandé si elle était terminée. J'étais nerveux. Cette fois, même Cécilie rit. Cela lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Doux, mais sincère. Le son changea quelque chose entre eux. Les yeux de Julian s'adoucirent. Les invités le remarquèrent. Edmund aussi. Les questions continuèrent pendant le quart d'heure suivant, mais elles ne ressemblaient plus à des armes. Cécilie et Julian inventèrent une cour, une réponse à la fois. Ils s'étaient rencontrés en janvier. Il l'avait revue à une exposition de musée. Elle avait refusé de marcher avec lui parce qu'il était arrivé sans prévenir. Il affirma qu'elle l'avait délibérément laissé debout à côté d'une statue romaine pendant 40 minutes. Elle insista que c'était vain. Quand quelqu'un demanda où il l'avait demandé en mariage, Julian dit « Dans une bibliothèque ». Cécilie répondit immédiatement « Parce qu'il croyait que les livres empêcheraient les interruptions. » Ce ne fut pas le cas, dit Julian. Un valet est entré avec du charbon, et vous avez complètement cessé de parler. Une demande en mariage mérite de l'intimité. Vous n'aviez réussi à dire que 3 mots. C'étaient des mots importants. L'un d'eux était mon nom, le plus important des 3. Leur public adora. Les détails inventés semblaient convaincants, précisément parce qu'ils étaient imparfaits. Il n'y avait pas de grande déclaration au clair de lune, pas d'histoire répétée conçue pour impressionner. Il y avait des silences gênés, des occasions manquées et de petits désaccords qui donnaient l'impression que la cour avait été vécue plutôt que fabriquée. Cécilie commença à reconnaître les signaux de Julian. Quand il levait un sourcil, il lui donnait la permission de le contredire.
Quand son pouce bougeait une fois contre sa main gantée, une question dangereuse arrivait. Quand il devenait particulièrement formel, il l'avertissait qu'Edmund écoutait. Elle répondit avec ses propres signaux. Une légère inclinaison de la tête signifiait qu'il inventait trop. Une pression contre sa manche signifiait qu'elle connaissait la réponse. Une pause avant de sourire l'avertissait que la prochaine question touchait à quelque chose de réel. La performance les rapprocha sans que l'un ou l'autre ne l'ait voulu. Leurs épaules se tournaient naturellement l'une vers l'autre. Julian lui apporta un verre d'eau avant qu'elle ne le demande. Cecily redressa le bord de son poignet après que Lady Ashcombe eut déclaré que les femmes fiancées étaient autorisées à de telles libertés. Chaque petit geste rendait la salle plus certaine. Chaque petit geste rendait Cecily moins certaine de l'endroit où l'acte se terminait. Edmund attendit que la foule se déplace vers le piano avant de réessayer. « Vous avez mentionné une exposition de musée, » dit-il. « Laquelle » Julian répondit calmement. « La collection de la maison Montrose. » Les yeux d'Edmund s'aiguisèrent. « En février. Oui, curieux. » Lady Cecily était à la campagne pendant une grande partie de février. Cecily savait ce qu'il faisait. Il n'exposait pas le mensonge directement. Il semait le doute dans la pièce, une question prudente à la fois. Pendant 6 mois, cette méthode avait parfaitement fonctionné. Il suggérait. D'autres répétaient. Au matin, le soupçon deviendrait un fait. Julian se tourna vers elle, lui laissant la réponse entre les mains. C'était la première fois qu'il le faisait devant la salle. Cecily comprit qu'il ne la testait pas. Il lui faisait confiance. « Je suis revenu à Londres le 12, dit-elle. L'exposition a ouvert ses portes aux invités le 14. Votre grâce est arrivée en retard, a critiqué chaque portrait et a passé la majeure partie de la soirée à faire semblant de ne pas me suivre de pièce en pièce. » La bouche de Julian faillit s'arrondir. « J'ai critiqué 2 portraits. Vous avez qualifié l'un d'eux de menace décorative. » C'était le cas, Lord Westcott rit. Ça ressemble tout à fait à Ardan. Le danger passa, et plus encore. Cecily avait fourni une date, un lieu et une remarque privée si spécifiques que la question d'Edmund le faisait maintenant paraître indiscret. Il ne pouvait pas la contester sans admettre à quel point il avait suivi ses mouvements. Après avoir prétendu qu'elle l'avait cruellement rejeté, il recula. Julian se pencha plus près et dit sous le bruit de la musique « Menace décorative. Vous aviez besoin de quelque chose de mémorable et vous avez choisi une insulte que j'utiliserai vraiment. J'apprends votre caractère en moins d'1 heure. Vous avez rendu les choses remarquablement faciles. Ce n'est pas un compliment. Ce n'était pas censé en être un. » Pourtant, ils souriaient tous les deux. Lorsque l'attention de la salle se tourna enfin vers une jeune femme commençant une chanson au piano, Julian guida Cecily vers un endroit plus calme près des hautes fenêtres. Ils restèrent assez visibles pour préserver les fiançailles, mais la musique leur offrit de l'intimité. Pour la première fois depuis qu'elle s'était assise à côté de lui, il n'y avait pas de questions immédiates à répondre. Julian la regarda sans amusement. « Parlez-moi de Carlisle. » L'instinct de Cecily fut de se retirer. Elle avait passé 6 mois à refuser cette invitation de tous ceux qui la lui offraient, même de ceux qui auraient pu la croire. Mais Julian avait déjà placé son nom à côté du sien, sans savoir si elle le méritait. Il l'avait défendue dans une pièce où la défendre avait un coût. Elle lui devait plus qu'une autre dérobade. « Il m'a courtisé pour mon héritage, » dit-elle. Les mots semblaient étonnamment directs après tant de silence. « Il passe entièrement sous mon contrôle quand j'aurai 25 ans. Edmund a découvert le montant avant que je sache qu'il avait demandé. » Julian n'interrompit pas. Il a parlé de mariage. Cecily continua, tout en courtisant une autre héritière. Sa fortune était plus grande. Je l'ai appris et j'ai mis fin à la cour. Il a atteint la société avant moi. La semaine suivante, j'étais devenu la femme qui l'avait encouragé, exigé une offre, puis l'avait rejetée dans un accès d'orgueil blessé. L'expression de Julian se durcit, bien que sa voix restât contrôlée. Vous auriez pu corriger l'histoire. Oui, vous avez des preuves, des lettres suffisantes pour le ruiner. Alors pourquoi ne les avez-vous pas utilisées? Cecily regarda vers la salle bondée. Lydia n'était pas présente, mais la pensée de sa sœur rendit la réponse à nouveau douloureuse. Ma sœur cadette est discrètement attachée au frère cadet d'Edmund. Rien n'a été annoncé. Leur avenir dépend de la paix entre les 2 familles. Si j'expose Edmund publiquement, la querelle ne restera pas entre lui et moi. Elle nous consumera tous. Lydia pourrait perdre le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Julian resta silencieux.
Cecily s'était attendue à de la désapprobation, peut-être même du mépris. Les hommes louaient souvent le sacrifice chez les femmes, jusqu'à ce que le sacrifice devienne gênant. Au lieu de cela, il demanda « Est-ce que Lydia sait ce que vous avez abandonné pour elle ?»« Non. Et Edmund ?» Il se doute de la raison pour laquelle je suis restée silencieuse. Alors il a utilisé votre amour pour votre sœur comme une arme. La justesse de cette remarque fit que Cecily détourna le regard. La voix de Julian s'adoucit, mais pas assez pour lui épargner la vérité. Vous avez protégé Lydia, en donnant à Carlyle la possession de votre nom. J'ai protégé son bonheur. Peut-être, mais vous parlez comme si c'était les seuls choix. C'était les seuls choix qui ne risquaient pas son avenir. Non, dit Julian doucement. C'était les seuls choix que vous pensiez être autorisé à faire. Cecily se retourna brusquement. Il n'avait pas l'air triomphant. Il n'avait pas l'air d'avoir résolu sa vie en une seule conversation. Il avait l'air troublé pour elle. Je ne me moque pas de ce que vous avez fait. Il continua. Vous avez accepté l'humiliation parce que vous aimiez quelqu'un plus que vous n'aimiez être innocenté. Ce n'est pas de la faiblesse. Mais le sacrifice devient dangereux quand tout le monde commence à l'attendre de la même personne. Cecily n'avait jamais entendu sa décision décrite de cette façon. La société la qualifiait de cruelle. Edmund la qualifiait d'instable. Lydia, ignorant la vérité, croyait que Cecily souhaitait simplement oublier l'affaire. Seul Julian voyait à la fois le courage et le coup. « Vous faites passer cela pour de la folie », murmura-t-elle. « Non, je le fais passer pour de la solitude. » Pendant un instant suspendu, le salon bondé sembla disparaître. Cecily ne se sentit pas examinée. Elle ne se sentit pas jugée par rapport à l'histoire d'Edmund. Elle se sentit vue. Cela l'effraya plus que le ridicule ne l'aurait fait. Alors, elle posa la question qui avait commencé à grandir depuis la table du dîner. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» Julian regarda vers les couples qui se rassemblaient près du centre de la pièce. « Vous savez déjà pourquoi. Parce que j'avais l'air acculé. C'est pour cela que j'ai commencé. Et pourquoi continuez-vous à le faire ?» Il resta silencieux assez longtemps pour qu'elle se demande s'il allait répondre. Puis il dit « Parce que chaque femme qui m'a été présentée au cours des 10 dernières années est arrivée avec une liste d'avantages. Liens familiaux, domaines, attentes. Elle parle à mon titre, comme si l'homme qui le porte était un inconvénient administratif. Son regard resta fixé devant lui. Mes parents se sont mariés précisément pour ces raisons. Position, propriété, devoir. Ils ont passé 30 ans dans la même maison et se sont à peine parlé, à moins qu'un serviteur ne soit présent. Leur mariage était loué comme respectable. C'était aussi une prison polie, jusqu'à ce que personne à l'extérieur ne puisse voir les barreaux. Cecily entendit l'amertume sous sa retenue. Elle avait été plantée là, il y a longtemps. Alors vous avez décidé de ne jamais vous marier. J'ai décidé de ne jamais entrer dans une négociation déguisée en affection. Et pourtant, ce soir, vous vous êtes fiancé à une étrangère. Il la regarda pendant 2 heures. Cela semblait un engagement gérable. Cecily sourit malgré elle. Vous êtes très courageux dans des limites strictes. Je l'ai toujours pensé. L'honnêteté entre eux devint plus facile, car elle ne portait aucune promesse. À minuit, les fiançailles prendraient fin. Aucun ne pourrait exiger quoi que ce soit par la suite. Dans cette certitude, ils pouvaient parler sans jouer la comédie. Cecily avoua qu'elle redoutait d'entrer dans les pièces, avant que quiconque n'ait dit un mot. Julian admit qu'il quittait souvent les rassemblements tôt, parce que le silence était préférable au fait d'être discuté comme un prix. Elle dit que la société voyait sa réserve comme de l'arrogance. Il dit que la société voyait son sang-froid comme de la culpabilité. Tous deux avaient été transformés en personnages par des gens qui préféraient les histoires simples. Et pour la première fois ce soir-là, aucun d'eux n'eut à se comporter comme la personne que la salle attendait. Edmund s'approcha, alors que Julian était brièvement interpellé par la duchesse, qui souhaitait discuter de la prétendue annonce. Cecily resta près de la fenêtre, regardant Julian répondre avec une ambiguïté prudente. Elle ne vit Edmund que lorsqu'il se tint à côté d'elle. « C'est ambitieux, même pour vous, » dit-il doucement. Son sourire public resta en place. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Un duc, vous auriez au moins pu choisir quelqu'un susceptible de vous croire. » Son pouls s'accéléra, mais elle refusa de s'éloigner. « Vous semblez troublé par mon bonheur. Je suis troublé par son ignorance. » Edmund se pencha plus près, gardant sa voix sous la musique. « A-t-il entendu ce que les gens disent? Sait-il à quel point vos affections changent soudainement? Sait-il ce que vous m'avez fait? » Cecily sentit 6 mois d'humiliation l'écraser d'un coup. Edmund le vit et continua. «
Profitez de la soirée. Demain, il aura parlé à quelqu'un. Demain soir, il comprendra exactement à quel genre de femme il s'est attaché. La vieille peur revint, parce que le pouvoir d'Edmund n'avait jamais reposé uniquement sur des mensonges. Il reposait sur la répétition. Julian pouvait la croire maintenant, dans la protection étrange de cette pièce. Mais que se passerait-il après que d'autres l'aient averti? Que se passerait-il quand les fiançailles prendraient fin et qu'il serait libre de reconsidérer? Le sourire d'Edmund s'aiguisa. Les hommes comme Ardan ne choisissent pas des femmes comme vous une fois qu'ils connaissent l'histoire. Quelle chance, dit Julian juste derrière lui, que je préfère me forger mes propres jugements. Edmund se tourna. Le visage de Julian était calme, mais la pièce autour d'eux était devenue plus silencieuse. Plusieurs invités avaient remarqué son retour. « Votre grâce », commença Edmund. « Je n'avais l'intention que d'éviter un malentendu fâcheux. »« Alors vous avez échoué », répondit Julian. Il se plaça aux côtés de Cecily et lui offrit son bras. Elle posa sa main dessus, bien qu'elle puisse sentir la tension sous sa manche. Edmund essaya de nouveau. « Vous voudriez sûrement savoir pourquoi l'attachement précédent de Lady Cecily a pris fin. » Julian regarda d'abord Cecily, pas Edmund. Ce choix était visible de tous. Lady Cecily m'a dit ce qu'elle croit que je devrais savoir. Ce n'était pas entièrement vrai, mais cela la protégeait sans parler pour elle. Le visage d'Edmund se crispa. Et vous acceptez son récit sans poser de questions. La réponse de Julian porta clairement dans la partie la plus proche de la pièce. J'accepte son caractère. Un silence suivit. C'était le genre de silence qui change les réputations. Julian continua presque agréablement. Vous semblez remarquablement soucieux que je me méfie de la dame que j'ai l'intention d'épouser. Un homme moins généreux pourrait se demander pourquoi. L'attention de la salle se tourna entièrement vers Edmund. Sa dignité blessée parut soudain moins digne. Son inquiétude parut possessive. Ses questions parurent mesquines. Pour la première fois, c'était lui qui était forcé de sentir tous les yeux sur lui. « Je ne voulais pas insulter », dit-il sèchement. « Alors nul besoin de s'en souvenir », répondit Julian. C'était un renvoi prononcé sans cruauté et rendu plus dévastateur par la retenue. Edmund s'inclina et se retira. La conversation reprit lentement, mais l'équilibre avait changé. Cecily leva les yeux vers Julian. « Vous avez dit que vous acceptiez mon caractère. C'est le cas. Vous me connaissez depuis à peine 2 heures. J'ai connu de nombreuses personnes pendant des années qui en ont révélé moins. » La réponse la laissa sans voix. Autour d'eux, la société continuait de célébrer des fiançailles qui n'existaient pas. Pourtant, sous les questions, les souvenirs inventés et l'affection soigneusement mise en scène, quelque chose de réel avait commencé. Cecily était entrée dans la soirée, n'ayant besoin que d'un bouclier contre l'humiliation. Julian avait accepté, parce qu'il avait reconnu une étrangère acculée. Aucun des deux ne s'attendait à ce que le mensonge devienne le premier endroit depuis des années où il pourrait dire la vérité. L'orchestre avait à peine fini de s'accorder que la duchesse de Blackthorn se leva de sa chaise, une satisfaction indubitable brillant sur son visage. « Mes amis, annonça-t-elle, ce serait une discourtoisie impardonnable de laisser passer une si merveilleuse nouvelle sans célébration. Puisque nous avons gagné de manière inattendue un couple de fiancés ce soir, j'insiste pour que votre grâce et Lady Cecily ouvrent la première danse. » Des applaudissements lui répondirent avant que l'un ou l'autre ne puisse objecter. Plusieurs dames sourirent avec un plaisir non dissimulé, tandis que les gentlemen s'écartaient pour libérer le parquet poli. Les musiciens levèrent immédiatement leurs archets, reconnaissant de l'instruction. Cecily sentit le sang quitter son visage. Danser ensemble était une chose. Ouvrir la soirée en tant que couple d'honneur en était une autre. Cela transformait une tromperie impulsive en une déclaration publique, dont la moitié des familles les plus influentes de Londres étaient témoins. Pire encore, la duchesse parlait déjà avec enthousiasme à 2 matrones de l'organisation d'une annonce formelle avant la fin de la saison. « Nous devons absolument organiser un autre dîner, » dit-elle. « Les fiançailles d'un duc méritent une célébration digne de ce nom. » Le cœur de Cecily se serra. Ce n'était plus un mensonge qui disparaîtrait avec le dessert. Il menaçait de devenir une rumeur portée dans tous les salons de Mayfair avant le petit déjeuner. Elle se tourna rapidement vers Julian, baissant la voix avant que quiconque ne remarque son expression. « C'est allé trop loin. C'est devenu compliqué. »« Non, » murmura-t-elle, « c'est devenu dangereux. Votre réputation va souffrir à cause de moi. » Autour d'eux, les invités continuaient de sourire, totalement convaincus d'assister à la scène de 2 amants timides, embarrassés par une attention inattendue.
Vous devez y mettre fin avant que la danse ne commence. Julien resta parfaitement immobile. Pas pendant que Carlyle regarde. Il regardera de toute façon. Précisément, ses yeux parcoururent brièvement la pièce où Edmund se tenait, rigide, près de la cheminée, incapable de cacher la frustration qui durcissait son visage. « Si je m'éloigne maintenant, » continua Julien doucement, « tout le monde en conclura qu'il avait raison à votre sujet depuis le début. » Cecily baissa les yeux. « Ils en concluront que j'ai trompé un duc. » Non, sa réponse vint avec une certitude tranquille. « Ils en concluront qu'une femme effrayée a demandé de l'aide et que le gentleman en qui elle avait confiance l'a abandonnée en public. » Elle déglutit difficilement. « Vous ne me devez rien. »« En ce moment, » répondit Julien, lui offrant son bras, alors que l'orchestre entamait ses premières notes. « Je vous dois exactement une danse. » La remarque aurait dû paraître légère. Au lieu de cela, elle portait l'étrange fermeté qui avait marqué chaque décision qu'il avait prise ce soir-là. Cecily posa sa main sur sa manche, car il ne restait aucune issue gracieuse. Alors qu'il s'avançait au centre de la piste, la conversation s'adoucit en chuchotements avides. Tous les yeux les suivaient. Edmund regardait sans ciller. La duchesse souriait, comme si elle assistait à la plus heureuse surprise de la saison. Cecily se demanda si elle venait de détruire l'avenir du seul gentleman assez aimable pour la secourir. Les premières notes de la valse résonnèrent doucement dans le salon, alors que Julian guidait Cecily en position. Ses mains se posèrent respectueusement dans son dos, assez prudentes pour honorer toutes les conventions, mais assez proches pour qu'elle puisse sentir la régularité rassurante de sa respiration. La pièce disparut presque immédiatement. Non pas parce que les invités avaient cessé de regarder, mais parce que Julian semblait totalement indifférent à eux. « Ne regardez pas vers Carlyle, » dit-il doucement, alors qu'il commençait à bouger. « Regardez seulement moi. Cela semble une instruction impossible. C'est considérablement plus facile que de s'inquiéter de 50 opinions à la fois. » Elle faillit sourire. « Vous faites paraître les choses impossibles ordinaires, seulement parce que la panique rend les choses ordinaires impossibles. » Ils tournèrent gracieusement sur le parquet poli. Cecily s'était attendue à de la maladresse. Au lieu de cela, Julian dansait avec une précision calme, ajustant chaque mouvement pour correspondre au sien, plutôt que de s'attendre à ce qu'elle le suive aveuglément. C'était moins comme être menée que comme être comprise. La réalisation la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Puis-je vous demander quelque chose ?» murmura-t-elle après quelques instants. « Vous l'avez déjà fait. Une question sérieuse. Celles-là sont généralement plus intéressantes. » Elle hésita. « Pourquoi m'avez-vous vraiment cru ?» Julian réfléchit à la question plus longtemps qu'elle ne s'y attendait. « Parce que vous ne m'avez pas demandé de vous sauver. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Vous m'avez demandé de faire semblant, » continua-t-il. « Il y a une différence. » Elle chercha son expression. « Je ne comprends pas. » Les gens inventent des histoires pour obtenir un avantage tous les jours. Ils flattent, ils manipulent, ils jouent un rôle. Son regard resta fixé sur le sien. Vous n'avez rien fait de tout cela. Vous ressembliez à quelqu'un qui essayait de survivre aux 10 prochaines minutes. Cecily baissa les yeux. Je m'attendais à ce que vous riez. Pourquoi? Parce que tout le monde finit par le faire. Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Ou ils ont pitié de moi, ou ils s'excusent discrètement. J'étais préparé à toutes les humiliations possibles, sauf à la gentillesse. L'expression de Julian s'adoucit de manière presque imperceptible. Quand vous vous êtes assise à côté de moi, dit-il, j'ai reconnu quelque chose de familier. Quoi? L'expression d'une personne acculée par une histoire qu'elle ne contrôle plus. Elle le regarda, surprise. J'ai déjà vu ce regard. Sa voix resta assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Pas sur moi-même, sur ma mère. L'aveu portait un poids inattendu. Mon père appréciait les apparences plus que la paix. Chaque dîner, chaque portrait, chaque conversation devait présenter l'illusion d'un foyer parfait. La vérité importait bien moins que la version répétée assez souvent. Il la guida dans un autre tour avant de continuer. Ma mère a passé des années piégée dans une réputation qu'elle n'avait jamais choisie. Au moment où quelqu'un demandait si elle était heureuse, ils avaient déjà décidé de la réponse pour elle. Cecily écoutait sans interrompre. « Quand vous avez pris ma main ce soir, dit Julian doucement, j'ai vu cette même expression. Pas la peur d'être découverte. » Il fit une pause. La peur d'être jugé, avant que quiconque ne prenne la peine de demander ce qui s'est passé. Pendant plusieurs instants, aucun d'eux ne parla. L'orchestre les emportait doucement à travers la pièce, tandis que des applaudissements suivaient occasionnellement des couples particulièrement élégants rejoignant la danse. Pourtant,
Césalie ne remarqua rien de tout cela. Quelque chose à l'intérieur de son cœur, soigneusement défendu, avait commencé à changer. Pas vers l'amour. Cela aurait été absurde après une seule soirée. Mais vers la confiance. La confiance l'effrayait davantage, car elle exigeait de l'espoir. Et l'espoir lui avait déjà coûté cher. Elle se força à se souvenir que minuit mettrait fin à tout. 2 heures, cela avait toujours été l'accord. Tout ce qui allait au-delà n'appartenait qu'à l'imagination. La musique se termina sous de généreux applaudissements, mais la soirée refusa de les libérer. Avant que Césalie et Julian ne puissent quitter la piste, une autre agitation parcourut le salon alors que le majordome annonçait une arrivée tardive. Lady Lydia Norwood, Cecily s'effigia. Sa sœur cadette entra précipitamment, les joues rouges du retard, s'excusant chaleureusement auprès de la duchesse avant de finalement lever les yeux vers l'assemblée. Son regard se posa immédiatement sur Cecily, debout à côté de Julian. Puis elle entendit quelqu'un prononcer les mots, leur fiançailles, et la couleur quitta son visage. Le cœur de Cecily fit un bond. Lydia ne savait rien de la tromperie. Une question surprise, un démenti innocent. C'est tout ce qu'il faudrait. Lydia traversa la pièce rapidement. Cecily, commença-t-elle avant de s'arrêter. Ses yeux passèrent de l'expression calme de Julian à Edmund, debout à plusieurs mètres de là. Elle remarqua l'amertume sur son visage. Elle remarqua la confiance inhabituelle qui revenait dans la posture de sa sœur après des mois d'humiliation silencieuse. Plus important encore, elle remarqua qu'Edmund avait l'air effrayé pour la première fois depuis l'hiver. Lydia avait toujours été observatrice. La prise de conscience apparut lentement derrière ses yeux. « Je n'avais pas réalisé que des félicitations étaient de mise, » dit-elle prudemment. Julian s'inclina avec une courtoisie naturelle. « Lady Lydia. » Elle lui rendit son salut, puis regarda Cecily avec une question qui n'avait pas besoin de mots. « Es-tu en train de me protéger à nouveau ?» Cecily ne put répondre que par le plus petit mouvement de ses yeux. Lydia comprit. La douleur vacilla brièvement sur son visage avant de disparaître sous le calme. « J'espère, dit-elle assez chaleureusement pour que les invités proches l'entendent, que votre grâce apprécie à quel point ma sœur peut être têtue. » Julian répondit sans hésitation. « J'ai déjà commencé à le découvrir. » Plusieurs dames rirent. Le moment passa. Lydia avait sauvé la tromperie. Pourtant, une fois qu'elles se retrouvèrent brièvement seules près des portes du conservatoire, elle attrapa fermement les mains de Cecily. « Qu'as-tu fait » murmura-t-elle. « Juste assez pour survivre à ce soir. Ce n'est pas réel. » « Non ?» Lydia regarda de nouveau vers Edmund. « Alors pourquoi est-il si en colère ?» Saisie ne dit rien. Elle n'en avait plus besoin. L'expression de Lydia passa lentement de la confusion au chagrin. « Tu ne t'es jamais défendue, murmura-t-elle. « À cause de Charles. » Cécilie détourna le regard. « Tu savais. » Pas avant ce moment. La voix de Lydia tremblait. « Je me demandais sans cesse pourquoi tu acceptais une telle cruauté. » Avant que Cecily ne puisse répondre, les sœurs furent interrompues par des invités qui s'approchaient, désireux de les féliciter à nouveau. Lydia se reprit la première. Elle sourit, loua les prétendues fiançailles, et remarqua même qu'elle se doutait de quelque chose depuis des semaines. Le mensonge survécut parce que Lydia choisit de le protéger. Mais en s'éloignant, elle jeta un regard vers Charles Carlyle qui parlait avec un autre gentleman de l'autre côté de la pièce. Pour la première fois, l'incertitude traversa son visage. Elle avait cru que son bonheur exigeait le silence de Cézanne. Maintenant, elle n'était plus certaine qu'un avenir construit sur un tel sacrifice méritait de survivre. Pendant ce temps, Edmund avait atteint la fin de sa patience. Il s'approcha de Julian, devant plusieurs gentlemen influents, souriant, avec une courtoisie étudiée. « Votre grâce, dit-il agréablement, pardonnez mon insistance. Puisque vous et Lady Cecily allez maintenant vous marier, j'imagine que vous avez discuté de la conclusion de son précédent attachement. » La conversation environnante se calma immédiatement. Cecily sentit son estomac se nouer. C'était là. L'humiliation publique qu'elle avait redoutée toute la soirée. Edmund continua avant que Julian ne puisse répondre. Après tout gentleman souhaiterait naturellement comprendre pourquoi sa fiancée a abandonné une autre cour si soudainement. Plusieurs invités échangèrent des regards mal à l'aise. Personne n'interrompit. Il voulait la réponse. Julian regarda Edmund fixement. « J'en sais assez. » Edmund sourit. « Assez. Assez pour faire plus confiance au caractère de Lady Cézanne qu'aux rumeurs répétées par ceux qui en bénéficient.
Le mot s'installa sur la pièce, comme un silence absolu. L'expression d'Edmund se durcit. C'est sûrement assez généreux. Non. La voix de Julian resta calme. C'est simplement plus facile que de croire qu'un gentleman lésé par une dame passerait 6 mois à s'assurer que chaque salon n'entende que sa version. Un murmure se répandit parmi les invités proches. Edmund répondit trop vite. « Je n'ai jamais visité tous les salons. » Puis il s'arrêta. Plusieurs personnes le regardèrent curieusement. Lady Ashcombe fronça les sourcils. « Lord Edmund, dit-elle pensivement, je me souviens distinctement vous avoir entendu raconter l'histoire au récital de Lord Pembroke en février. Un autre gentleman hocha la tête, et je l'ai entendu pour la première fois de votre bouche chez White's. » Edmund réalisa trop tard ce qu'il avait révélé. Il avait insisté pendant des mois sur le fait que la société avait simplement mal compris les événements. Pourtant, il venait de nier quelque chose dont personne ne l'avait accusé, exposant à quel point il avait activement géré l'histoire lui-même. De petites contradictions commencèrent à faire surface dans la pièce. « Je pensais que vous aviez dit qu'elle vous avait rejeté après Pâques. » Quelqu'un remarqua. « Non ?» Un autre répondit. « Il nous a dit que c'était en janvier. Les fiançailles n'étaient-elles pas sur le point d'être annoncées? Je n'ai jamais entendu ça. » Edmund tenta de se rattraper, mais chaque explication produisit une autre incohérence. Pour la première fois depuis le début du scandale, les gens examinaient son récit, au lieu de le répéter. Cecily regarda, stupéfaite. Julian n'avait pas dénoncé Edmund. Il avait simplement invité tout le monde à réfléchir. Cela s'avéra infiniment plus dévastateur. Alors que la soirée approchait lentement de sa fin, l'atmosphère dans le salon avait changé de manière subtile, mais indubitable. Les invités félicitaient toujours Cecily et Julian. Pourtant, leur conversation comportait désormais des pauses réfléchies chaque fois que le nom d'Edmund était mentionné. Le doute était entré dans la pièce, et le doute, une fois planté, était difficile à enlever. Cecily aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, elle se trouvait de plus en plus troublée par quelque chose de bien plus dangereux que l'opinion changeante de la société. Julian la croyait, non pas parce que la tromperie l'exigeait, non pas parce que cela servait sa réputation. Il la croyait après avoir entendu la vérité, l'avoir pesée tranquillement et avoir choisi son propre jugement. Ce choix l'effrayait, car il réveillait un désir qu'elle s'était interdit 6 mois plus tôt, l'espoir que quelqu'un puisse tout savoir et rester. Elle s'était promis de ne plus jamais confondre la gentillesse avec la permanence. Pourtant, chaque action de Julian remettait en question cette promesse. Tandis que les invités prenaient leurs manteaux et préparaient leur voiture, Lydia retrouva Kingsley une dernière fois dans le couloir à l'extérieur du salon. Aucune oreille curieuse ne restait à proximité. « Écoute-moi attentivement », dit Lydia en prenant les 2 mains de sa sœur. « Si tu es restée silencieuse à cause de Charles et moi, » Cecily essaya d'interrompre. Lydia secoua la tête. « Non, laisse-moi finir. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Je préférerais perdre tout espoir que j'ai, plutôt que de le garder en te sacrifiant. » Cecily la dévisagea. « Tu ne penses pas ce que tu dis. » « Si. » La voix de Lydia devint plus ferme. « Si Charles est honorable, la vérité ne le fera pas fuir. Si c'est le cas, » elle déglutit douloureusement. « Alors il n'a jamais valu ce que tu as abandonné. » Le mot frappa Cecily plus fort que tout ce qu'Edmund avait jamais dit. Pendant 6 mois, elle avait cru que le silence était le prix de l'avenir de sa sœur. Maintenant, Lydia elle-même lui enlevait ce fardeau. « Tu peux dire la vérité, » murmura-t-elle. « Pas parce que je désire la vengeance, parce que je ne supporte plus de te voir disparaître. » Avant que Cecily ne puisse répondre, Lydia l'embrassa fermement. Quand elles se séparèrent, Julian attendait respectueusement à quelques pas, leur laissant de l'intimité, sans prétendre ne pas remarquer. Cecily regarda de sa sœur au duc. La soirée avait commencé avec le désespoir et un mensonge murmuré sous une table de dîner. Elle se terminait avec quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré retrouver, la liberté de reprendre sa propre voix. Elle n'avait demandé à Julian Arden d'être son fiancé que pour 2 heures. Sans que l'un ou l'autre ne s'en rende compte, ces 2 heures avaient déjà commencé à changer leurs 2 vies. Les derniers invités commençaient à appeler leur voiture quand Cecily trouva Julian debout seul, près des hautes fenêtres donnant sur les jardins éclairés par la lune. L'orchestre s'était tu. Les serviteurs se déplaçaient discrètement dans le salon, ramassant les verres vides tandis que les conversations s'adoucissaient en adieu. L'excitation entourant les prétendues fiançailles était devenue l'histoire préférée de la soirée. Et Cecily savait que chaque foyer représenté dans la pièce la ramènerait à la maison avant le lever du soleil.
Elle prit une profonde inspiration. « Votre grâce. » Il se tourna immédiatement. « Lady Cecily. » Elle réussit un faible sourire. « Nos 2 heures sont terminées. » Pour la première fois depuis qu'elle s'était assise à côté de lui au dîner. Aucun d'eux ne parla pendant plusieurs instants. Puis, Cecily continua doucement. « Merci de m'avoir rendu ma dignité ce soir. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. » Elle baissa les yeux. « Mais je ne peux pas permettre que cette rumeur vous suive au-delà de cette maison. Demain, j'expliquerai tout. Je vous ai impliqué sans permission, et je ne souhaite pas nuire davantage à votre nom. » Elle s'attendait à du soulagement, peut-être même à un accord. Au lieu de cela, Julian l'étudia avec le même calme réfléchi qui l'avait troublé toute la soirée. « Puis-je poser une question, avant que vous ne vous sacrifiez à nouveau ?» Elle leva les yeux. « Mettre fin à ces fiançailles, est-ce ce que vous voulez vraiment ?» Elle hésita. « Ou, continua-t-il doucement, est-ce simplement le prochain devoir que vous vous êtes assigné parce que protéger tout le monde est devenu plus facile que de considérer votre propre bonheur ?» Le mot frappa avec une précision inconfortable. Cecily ouvrit la bouche, mais aucune réponse ne vint. Elle avait passé 6 mois à choisir le devoir, plutôt qu'elle-même, jusqu'à ce que la différence entre le désir et l'obligation ait presque disparu. Avant qu'elle ne puisse chercher la vérité, une autre voix les interrompit derrière eux. Comme c'est touchant. Edmund Carlyle entra dans l'espace ouvert entre les invités qui partaient. Son expression assez calme pour attirer l'attention. Plusieurs conversations proches se turent instinctivement. « Pardonnez-moi, dit-il doucement, mais avant que ces fiançailles remarquables ne deviennent le plus grand triomphe de demain, votre grâce ne devrait-il pas savoir que Lady Cecily a déjà trompé un autre gentleman ?» Tous les visages se tournèrent vers eux. La pièce s'installa dans un silence expectant. Edmund s'inclina légèrement vers Julian. « Elle a encouragé mes affections, accepté ma dévotion, puis m'a rejeté sans explication. Si elle a maintenant trompé un duc aussi complètement qu'elle m'a trompé, la vérité mérite sûrement d'être mise au jour. » Cecily sentit le poids familier de l'humiliation remonter. Mais quelque chose avait changé. De l'autre côté de la pièce, Lydia se tenait là, observant avec une détermination tranquille. Leurs yeux se rencontrèrent. Lydia fit un signe de tête sans équivoque. Dit la vérité. Enfin, le fardeau qu'elle avait porté seule ne lui appartenait plus seulement à elle. Cecily s'avança avant que Julian ne puisse répondre. Sa voix resta ferme, malgré les dizaines d'yeux fixés sur elle. « Très bien, dit-elle. Ayons la vérité. » Le sourire confiant d'Edmund vacilla de manière presque imperceptible. « Lord Edmund m'a courtisé, en sachant que je recevrais bientôt le contrôle de mon héritage à mon 25e anniversaire. Pendant cette même cour, il a secrètement poursuivi une autre dame dont la fortune dépassait la mienne. Une vague de surprise parcourut les invités. Cecily continua, avant que quiconque ne puisse l'interrompre. J'ai découvert sa tromperie moi-même. J'ai mis fin à notre entente immédiatement. Je croyais l'affaire terminée. Au lieu de cela, Lord Edmund s'est précipité dans tous les salons prêts à le recevoir et a annoncé que je m'étais comporté de manière irrationnelle après qu'il m'ait rejeté. Edmund rit doucement. Un récit imaginatif. Cecily le regarda sans ciller. Vous savez que c'est vrai. Elle se tourna vers les invités assemblés. Je suis restée silencieuse parce que ma sœur cadette avait noué un attachement avec le frère cadet de Lord Edmund. L'exposer publiquement aurait déclenché une querelle entre nos familles et mis en danger son avenir. Plusieurs dames jetèrent un regard vers Lydia avec une sympathie croissante. « J'ai donc accepté de devenir la méchante, » dit Cecily. « Non pas parce que je manquais de vérité, mais parce que je croyais que le bonheur de ma sœur importait plus que ma réputation. » Elle prit une lente inspiration. Cette décision était la mienne. Les mensonges qui ont suivi ne l'étaient pas. Edmund tenta d'interrompre. « Pratique? Non, » répondit fermement Cecily. « Nécessaire. » Il se tourna vers les invités avec une indignation étudiée. « Quelqu'un croit-il vraiment que j'ai passé des mois à inventer une telle histoire ?» Julian resta silencieux, exactement comme il l'avait promis, laissant la voix de Cézanne se faire entendre seule. Elle fouilla calmement dans son réticule et en sortit plusieurs lettres pliées. « Vous avez demandé si quelqu'un le croit. » Elle tint les lettres là où les invités les plus proches pouvaient les voir. Ce sont des notes que Lord Edmund a écrites pour organiser des rencontres avec la seconde dame, tout en m'assurant que ses affections m'appartenaient uniquement. Je ne les ai jamais utilisées parce que j'espérais que le silence épargnerait ma sœur. Elle rabaissa les lettres. Ce soir, elle m'a libéré de cette promesse. Lydia s'avança. Elle dit la vérité. Si mon avenir dépend du déshonneur de ma sœur,
alors ce n'est pas un avenir que je souhaite garder. Un silence s'installa dans la pièce. L'injustice que Césalie avait endurée possédait soudain une forme, un motif et un coût. Ce n'était plus un commérage, c'était un sacrifice. Ce n'est qu'après que Césalie eut fini que Julian parla. Sa voix resta mesurée, portant facilement à travers le salon silencieux. Je ne peux pas témoigner des événements antérieurs à ce soir. Il regarda d'abord Césalie plutôt qu'Edmund. Mais je peux témoigner de ce que j'ai vu ce soir. Il se tourna calmement vers les invités. Lord Edmund a passé des heures à essayer de me persuader de ne pas faire confiance à Lady Césalie. Il l'a interrogée à plusieurs reprises en public, a interrompu des conversations privées et a montré une préoccupation extraordinaire pour que j'adopte son opinion au lieu de me forger la mienne. Le regard de Julian se posa brièvement sur Edmund. Ce n'est pas la conduite d'un gentleman paisiblement lésé. C'est la conduite d'un homme déterminé à préserver le contrôle d'une histoire. Personne ne répondit. Il n'en avait guère besoin. Le propre comportement d'Edmund tout au long de la soirée était devenu impossible à ignorer. Puis, une autre voix se fit entendre de manière inattendue. Charles Carryle traversa la pièce et s'arrêta à côté de Lydia. Son visage portait une déception indubitable. « Cousin, dit-il doucement à Edmund, si Lady Césalie est restée silencieuse pendant tous ces mois, croyant protéger mon bonheur, alors je lui dois des excuses plutôt que de la suspicion. » Edmund le dévisagea. « Tu ne peux pas être sérieux. » Entièrement. Charles regarda Lydia avec une sincérité non dissimulée. Aucune relation honorable ne demande à une femme de renoncer à sa bonne réputation pour qu'une autre puisse se marier confortablement. Les yeux de Lydia se remplirent de larmes. « Vous nous croyez? Je crois ce que j'ai vu. » Charles fit face aux invités assemblés. Et je connais assez bien mon frère pour reconnaître l'ambition quand elle porte le masque de la courtoisie. Le dernier soutien sous la réputation soigneusement construite d'Edmund disparut. Lady Ashcombe accepta tranquillement les lettres que Césalie offrit et parcourut la première page, avant de la refermer avec une déception visible. D'autres gentlemen commencèrent à se souvenir des contradictions des conversations précédentes. Les dames échangèrent des regards pensifs, au lieu de soupirs compatissants. Edmund tenta une autre explication, mais chaque phrase ne fit qu'approfondir le silence autour de lui. La pièce qui avait autrefois répété sa version sans poser de questions, le regardait maintenant avec une distance croissante. Son humiliation ne vint pas d'accusations criées, mais de l'absence de croyance. Césalie regarda la scène sans satisfaction. Elle ne ressentit que du soulagement. Pour la première fois en 6 mois, elle ne portait plus le mensonge de quelqu'un d'autre sur ses épaules. Elle avait repris sa propre histoire. Aucun titre ne l'avait sauvée. Aucun discours dramatique n'avait parlé pour elle. Julian avait attendu qu'elle finisse, puis avait simplement fait confiance à ce qu'elle avait déjà prouvé. Les invités partirent progressivement après cela, ne laissant derrière eux que des conversations tranquilles et la lumière dispersée des bougies. La duchesse s'excusa chaleureusement auprès de Césalie d'avoir cru de faux rapports, tandis que d'autres suivirent avec une gentillesse embarrassée. Finalement, le salon se vida jusqu'à ce que seuls Césalie et Julian restent près du hall d'entrée. Elle se tourna vers lui avec un sourire reconnaissant. « Maintenant, je dois vraiment vous libérer de ces fiançailles. » Julian secoua doucement la tête. « Vous êtes déterminé à me congédier. Je ne peux pas en demander plus. Vous n'avez rien demandé. » Il sourit faiblement. « Permettez-moi pour une fois. » Césalie attendit. « Je ne vous demanderai pas en mariage ce soir. » Il dit. « Vous méritez mieux qu'une décision prise devant un public qui discute encore du scandale. » Elle parut surprise. « Alors, que demandez-vous ? » « La permission de vous courtiser honnêtement après ce soir. » La simplicité de la demande la laissa étonnamment sans voix. Julian continua. « Pendant 2 heures, nous avons inventé où nous nous sommes rencontrés, comment nous avons ri ensemble et depuis combien de temps nous nous aimions. Je souhaite écarter chaque partie inventée et garder ce qu'elle murmura, les vérités que nous avons dites accidentellement. » Césalie scruta son visage attentivement. Comment savoir que ce n'est pas de la sympathie? Parce que la sympathie aurait pris fin quand Carlyle a cessé de vous menacer. Ou de l'excitation. L'excitation s'estompe avant minuit. Il la regarda droit dans les yeux. Mon intérêt, lui, ne s'est pas estompé. Des mois passèrent avant que l'un ou l'autre ne mentionne le mariage. Julian lui rendit visite sans grand geste. Il apprit à connaître Césalie au-delà de la crise, découvrant son humour vif, son indépendance têtue et son habitude tranquille de faire passer tout le monde en premier. Césalie apprit qu'accepter l'affection ne nécessitait pas de se renoncer,
et que la réserve de Julian cachait de la chaleur plutôt que de la distance. La société oublia progressivement le scandale et se souvint plutôt du gentleman qui avait cru avant que croire ne devienne à la mode. Quand ils se marièrent enfin, la duchesse de Blackthorn revendiqua en riant la responsabilité de les avoir présentés, bien que toutes les personnes présentes sachent que la vérité avait commencé sous une table de dîner. Tard pendant le petit déjeuner de mariage, Julian se pencha plus près et demanda doucement « Vous souvenez-vous de nous avoir déclarés fiancés sans ma permission ?» Cecily rit. « Je n'avais besoin de vous que pour 2 heures. » Il prit sa main exactement comme il l'avait fait ce premier soir impossible. « 2 heures, répondit-il, ont suffi à me faire vouloir le reste de ma vie. » Ils sourirent ensemble, alors que la famille se rassemblait autour d'eux.